ta mère. Depuis qu'on s'est connus, trop de proches sont partis pour ailleurs qu'à mère. Depuis que je t'ai connu, trop de proches sont partis pour le meilleur. Mais moi je reste là, je vis, même si c'est pas facile. Et notre histoire d'amour est clean, le meilleur et le pire. Mesdames et messieurs, bonjour, vous êtes dans le bœuf bourguignon de Jackie Moifo. Aujourd'hui, nous allons parler de sport et surtout de football avec un ancien international camerounais. Oui, c'est encore un Camerounais, certains me diront, mais sachez que bientôt vous aurez sur ce plateau Joël Thierry qui vient de Côte d'Ivoire. Donc, on va essayer de donner la parole à d'autres personnes. C'est mon souhait, car JMTV Plus est un média réservé à tous. Voilà, cet international camerounais a fait vibrer beaucoup de Camerounais, beaucoup d'Africains, beaucoup de Néerlandais, beaucoup de Turcs, beaucoup de personnes. Bonjour Bernard Tchoutan. Bonjour, plaisir d'être là. Comment ça va? Très bien, merci. Je suis à la maison là, apparemment. Oui, le plateau c'est aussi la maison, donc tu te sens bien? Non, ça va. Et le bœuf bourguignon, ça va? Il est excellent, donc je vais le savourer comme du caviar, tout petit, doucement. Tu vas bientôt nous faire un petit congossa sur le bœuf bourguignon. Juste à sa droite, mon fidèle assistant ou compagnon, comme il veut, mais bon, pas le mariage pour tous, bien entendu. Wes Fosso. Compagnon, oui. Salut les amis. Comment ça va, Wes? Ça va, tranquille. Ça fait longueur, on t'a pas vu dans le bœuf bourguignon, où étais-tu passé? Oh, j'étais perdu quelque part entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Bon, Wes Fosso, vous savez, il est aussi musicien-chanteur. Il est d'abord musicien-chanteur, ça fait parfois, pour le calendrier, font que vous pouvez ne pas le voir, mais il est toujours là. Tout à fait. Voilà. Bernard, il paraîtrait que quand tu venais au bœuf bourguignon, un de tes anciens coéquipiers au sein des Lions t'a dit ne mangez rien parce que Jackie Moifo, il va beaucoup te nourrir. Qui est-ce qui t'a fait ce gongo-ça là? Ah, je salue en passant Patrick Mboma. Salut Pat. Je suis sûr qu'il nous écoute à l'instant. Et il avait raison, il est délicieux. Ah ben, j'espère que la famille va bien, Pat. Bon, on se bigophone. Hein? Alors Bernard, les gens t'ont vu, les gens te voient, mais on te connaît vraiment pas. On connaît le footballeur. Aujourd'hui, nous allons essayer de présenter l'homme et aussi le footballeur aux téléspectateurs. Qui est Bernard Tchoutan? C'est toujours difficile de parler de soi. Surtout moi, parce que j'aime bien laisser les gens parler de moi. Mais je pense que ici, c'est une opportunité, parce que c'est une émission qui, comme je dis, en famille. Oui, donc on peut parler en même temps entre nous et faire plaisir aussi aux téléspectateurs et à nos frères qui sont de l'autre côté. Tout à fait. Bernard Tchoutan, c'est tout simplement un Camerounais qui, tout gamin, a été passionné de football. Commencé très tôt. Je suis né beaucoup de personnes à Yaoundé. Bon, dans mon autre naissance, c'est né à Yaoundé, mais je suis vraiment né au village. Je suis né au village en Kondjok, c'est Yabassi. C'est vraiment très près de Yabassi. C'est que beaucoup de Camerounais ne savent pas. Ah d'accord, donc ici, je veux bien préciser. Je suis un Camois, je suis d'une Cam. Je suis né en Kondjok, mais 2-3 jours après ma naissance, avec ma maman, nous sommes allés à Yaoundé, où j'ai grandi. D'accord. Et c'est là-bas qu'on a établi ton naissance. Naissance à Yaoundé. Donc c'est un enfant de Kondjok. On va profiter pour saluer Esther Ngor Kondjok, qui habite Mvan quelque part à Yaoundé. Bonjour à toi Esther, bisous. Tu peux l'embrasser, c'est ta soeur Ngor Kondjok. Au plaisir ma soeur, à bientôt. Donc j'ai grandi à Yaoundé. Au quartier. J'ai grandi d'abord, mes 2-3 premières années c'était à l'ICFA. Et l'IGFA. À l'IGFA, parce que mon papa parce que pas loin de Mélène là. Voilà, mon papa était gendarme. Donc, et à l'époque, ma feu maman, elle était, si tu veux, elle était la femme qui faisait les beignets à l'entrée du camp des gendarmes. Et non, tu es mauvais, hein. Laisse-moi aller prendre, j'ai quelques beignets là-dessus, je vais mettre ça au Non, c'est bon, merci. Et alors, à l'époque, et il y avait tous les joueurs des canons de Yaoundé qui venaient manger. Thomas Nkono et tout, ils mangeaient là-bas. Thomas Nkono, il a mangé ta maman. J'ai compris pourquoi il a été aussi fort. Donc, c'est comme ça que 2-3 ans à l'ICFA, mes parents déménagent sur une Comcana.
Comme Cana, oui. Et Pas loin de là. Ouais, pas loin de là. oui. Et Toujours donc, dans le même secteur. moi, le sang qui coule dans mes veines, c'est pas le vert ou jaune, c'est comme Cana après. Donc, parce que, comme Cana, comme je dis souvent, c'est mon village, c'est mon pays, c'est tout. J'ai grandi là-bas, j'ai mes racines là-bas, mes valeurs viennent de Komkana. Et donc, Tu vois, le destin avait déjà commencé à écrire son histoire, car comme Cana n'est pas loin de Tinga, où il y a le siège de la FECAFOOT, Fédération Camerounaise de Football. Vous voyez un peu le lien. Continue à le faire. et c'est comme ça que j'ai cette chance qu'au quartier, il y a des footballeurs talentueux, des grands frères. Je vais prendre un exemple sur un qu'on appelle Mvoum Jean-Pierre. Mvoum Jean-Pierre, ailier virevoltant du Tonnerre de Yaoundé. J'ai commencé à jouer gamin avec pas mal de garçons, Rigobert Song, Ouais, Magnan. avec Léono Joseph que je salue, Tchakouté, plein de jeunes garçons avec qui on a commencé. À l'âge de 15 ans, je perds mon papa à l'âge de 14 ans. Comme beaucoup de footballeurs camerounais, mon papa, il veut pas que je joue au foot. Pour Oui, lui, bien sûr. le football, c'est pour les voyous. C'est pour les voyous. J'ai encore des cicatrices parce que quand je partais le matin, j'adorais le foot. Il me déposait à l'école. Dès qu'il tourne le dos, je tourne, je pars de l'autre côté. Je vais jouer au centre de jeunesse de Madagascar. Je vois le Et comme j'avais une maîtresse qui était très bonne amie avec mon papa, Madame Onana, donc dès que je suis parti, mon papa au courant. Aïe, aïe. Et je rentre le soir à la maison. Alors, balance. comment c'était ta journée? Très bien, papa. Qu'est-ce que tu as fait? Il me dit, prends-moi pour un voyou. Il me prend. Il commence à me faire ses cicatrices partout. Aïe, aïe. Bon, je perds mon papa à l'âge de 14 ans. À l'âge de 14 ans. On est dans les années, je crois, 89. Tu étais le premier garçon? Non, je suis 7e du famille de 9 enfants. Wow. Tu as travaillé, papa, tout le temps. C'est pour ça que j'adore le numéro 7. Parce que je suis 7e. Ah, bah oui. Vous avez compris pourquoi Bernard tout le temps adorait arborer le numéro 7. Le 7 partout, c'est 7. Hein? Donc c'est comme ça que dans la famille de 9, où il y a 4 grandes sœurs, 2 grands frères, et moi et 2 petits frères. Et en passant mon grand frère Alain Hiro, qui est l'un des meilleurs libéraux Cameroun, qui joue au tonnerre Yaoundé avec moi, avant à jouer au Racing de Bafoussam et avant à l'Union Douala. Donc je suis tous les jours avec vous, Jean-Pierre, je suis passionné par le foot. Et quand je perds mon papa, alors mon papa étant un simple gendarme, la famille, il n'y a pas trop d'argent, c'est difficile. Les fins de mois, ma pauvre maman, elle a fait un AVC. À l'époque, je ne connaissais même pas un AVC, donc c'était pas évident. Je décide un jour, je dis à maman, tu sais quoi? Elle me dit non. Je commence à avoir mes 15 ans, jamais pas encore 15 ans. Je dis à maman, moi je vais partir jouer à Bafoussam. Elle me regarde et dit, mais t'es sérieux toi? Quelqu'un t'avait contacté pour aller jouer à Bafoussam? Parce que à Yaoundé, j'ai joué Racing Cadet. Ah d'accord. Racing a une équipe avec le coach Gilbert Nana que je salue, très bon entraîneur, qui m'a vraiment... on parlait des entraîneurs qui ont formaté, qui nous ont donné l'amour du football. Voilà un. Coach Nana, à qui je dois presque. Rassure-moi, tu ne l'as pas oublié comme quelqu'un a oublié Coach Moussa. Hein? Non, jamais. En passant, Coach Moussa, j'ai aussi eu la chance, moi, de rencontrer Coach Moussa. C'est une parenthèse. Tu m'as piqué mon coach, toi? Non, mais j'ai joué contre lui maintes fois. Mais il m'a donné des conseils en tant qu'adversaire. Ça prouve à quel point ce monsieur était grand. Ce monsieur était un passionné de foot. Vous entendez ça? J'ai dit à maman, il va à Bafoussam. Elle me dit, tu vas aller où? Mais ça va pas quand t'es gamin, tu peux pas aller. Je dis, maman, mais c'est difficile financièrement à la maison. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu en sais de l'argent, toi? Reste là, tu vas nulle part. Tu as des grandes sœurs, elles vont continuer à donner un peu d'argent, on va vivre comme ça. Mais moi, ma décision est apprise. À 15 ans? 15 ans. Ouais. Et on était 2 ou 3. Il y avait Payos, il y avait Guy. Payos, c'est Pius Ndiéfi. Non, pas Payos, un garçon qui jouait en Racing Cadet, qui était aussi très fort. On est parti 3. Et je vous promets, la galère. C'est-à-dire, on quitte Yaoundé en pick-up. Tu imagines le pick-up. Le derrière ouvert. Ah oui. On nous met derrière avec 2 autres garçons. On est 5 dans un pick-up. On va à Bafoussam. Il était peut-être 22 heures. Pour ceux qui ne connaissent pas le Cameroun, ils vont faire près de 400 km. 400 km derrière un pick-up. Et Bafoussam, c'est pas Yaoundé. Bafoussam, c'est frais. Il fait froid. Le climat de l'ouest du Cameroun n'est pas très loin du climat occidental. On descend en dessous de 0 degré par moment. Donc, dans une pick-up, on va, après 2-3 heures de route, quand on commence à prendre les montées, les vallées, et il fait un de ces froids, je te jure. Dieu merci, on arrive à Bafoussam. 2 jours après, entraînement, tout se passe bien. Le coach dit, Bernard Toutan, comment il s'appelle le coach à l'époque déjà là? À l'époque, à Racing Bafoussam, je crois qu'on devait avoir
Le coach qui m'a recruté à Racing Bafoussam, c'était qui, si je ne me trompe pas? Parce qu'il ne faut pas que je donne un mauvais nom. Tu as le droit de te tromper. Non, dans la discussion, je vais me rappeler. Moi, je peux te dire que ton président, c'était Wabo Jean-Jacques à l'époque. Ouais, Wabo Jean-Jacques, c'est Badjoun. Ouais, c'est Wabo qui me fait signer, justement. J'ai signé à son bureau. J'en étais certain. Voilà. Et alors, je signe. Quand j'ai signé au Racing Bafoussam, je suis heureux comme tout. Et alors, un grand frère, pour qui j'ai vraiment, je dis et je répète, le respect le plus total, Tchakounan Richard. Oh, Tchakounan Richard, milieu de terrain, qui joue en 6 là. Voilà, Tchakounan Richard, ouais. Il me prend sur son aile. Ouais. J'ai 15 ans. Ah ouais. Le matin, à 7h, il me réveille, allez, on va courir. Il me prend, on court, on quitte Bafoussam, jusqu'à la pente de Bandoun là-bas. On fait peut-être 40 km de course. Il adorait le travail. Ouais. Et c'est comme ça que j'apprends à ses côtés. Mais c'est un monsieur qui est d'une politesse, il est humble, mais tout ce qu'on peut penser d'un homme, il est ça. Donc j'ai tellement appris à ses côtés que en un an, j'ai pas beaucoup joué à Racing Bafoussam, j'ai fait quelques matchs, mais j'étais très jeune. Parce qu'il y avait les MB David qui jouaient là-bas. MB il y avait les premier buteur des Lions indomptables au mondial 94, David MB. Donc il y avait les Tchakounan, il y avait les Choupo. Choupo, l'homme du coup franc. L'homme du coup franc qui marquait les coups francs tout le monde. Quelque chose. Voilà, salut Jackie. Choupo t'a mandé. Tu avais les Choupo attaquants, donc moi j'étais un gamin, je ne pouvais pas jouer. Alors je restais un an à Racing. Ouais. Après, je me satisfais, j'ai dit je suis jeune mais j'ai envie de jouer. Mais pour l'anecdote, quand je signe à Racing Bafoussam à l'époque, je me rappelle toujours, Racing m'a donné 800 000 francs CFA. 800 000 à l'époque. Pardon, tu avais quel âge? 15 ans, 800 000. Pour moi, c'était comme un trésor. Moi, je venais comme canard. Attends alors, quand j'ai gagné 800 000, quand je prends les 800 000, ouais. j'ai regardé ma main comme ça, j'ai tremblé. Je me dis, mais c'est pas possible, 800 000 francs CFA. J'ai dit au président, j'ai dit au coach président, moi, il doit aller voir. Presque millionnaire. Oui, mais avant, je vois ma mère, j'ai dit au coach, il faut que j'aille à Yaoundé voir ma mère parce que ma mère est malade, il faut que j'aille voir ma mère. J'arrive à Yaoundé, je suis fier comme tout. Ah, tu m'étonnes. Quand j'arrive à Yaoundé, quand je descends ça, je vais comme quand j'entre au quartier comme ça. Et tu sais, comme quand c'est un quartier populaire. Pour moi, c'est le meilleur ghetto du monde. J'adore mon quartier. J'adore mon quartier. Alors, j'entre dans le quartier. Je vois ma mère, elle me regarde, elle pleure. Elle dit, tu ne m'as pas fait ça. Parce qu'elle m'a cherché partout. Elle a pris, ça m'a pris 2 jours après, j'étais à Bafoussam. Elle dit, donc il est parti finalement. Alors quand j'arrive, je regarde ma mère, je prends dans mes bras, je pleure. Et le premier geste que je fais, c'est sortir tout l'argent de ma poche, je dépose. Elle fuit, elle me dit, hé, t'as volé ça où? J'ai dit, ouais. Ça, c'est une bonne maman. Ah, mon Dieu. Ça, comment on en fait? Un qui va me faire pleurer. Mais je te dis, je te parle, j'ai des larmes aux yeux. J'ai des larmes aux yeux, des larmes de bonheur. Ah, bien sûr. Il dit, mais maman, non, j'ai signé. Elle me dit, tu as signé quoi? Depuis quand tu signes, on te donne l'argent. Il dit, maman, j'ai signé sur le football, c'est 800 000, c'est le football. Elle ne me croit pas. Wow. Là, il fallait que mon grand frère vienne témoigner que non, c'est vrai, il a signé, on l'a payé ça. Ma mère, elle dit donc, on peut jouer dans 800 000. Signé. Mon fils va jouer le même. Elle me regarde. Wow. Elle dit, maman. Wow. Qu'est-ce que je peux faire pour te faire plaisir? Elle me dit rien du tout. Elle dit, bon, cet argent, tu prends parce que c'est pour toi. Elle me dit, non. Elle dit, maman, prends cet argent, c'est pour toi, s'il te plaît. Wow. Elle prend l'argent. Et le lendemain, moi, je rentre à Bafoussam. Je suis heureux, mais tu peux pas imaginer. C'est le plus beau cadeau que j'ai fait à ma mère. Ah, ouais. Ben oui, tu vas lui donner des millions après, mais c'est 800 000 là, à ce moment-là. Je te promets. Donc je rentre à Bafoussam, je reste une saison où je joue pas trop, mais je fais mon petit nom. Après Racing, il y a Kamdem Jérôme, président de Faubourg de Baham, qui vient de créer son équipe. Kamdem Jérôme. Qui était aussi au Tonnerre plus tard. Donc, enfant de Vokada, Eldorado. Donc, Kamdem me fait signer à Faubourg. Une saison à Faubourg. J'explose tout à Bafoussam. Tout le monde parle de moi. Mais alors, à Bafoussam, tout le monde parle de moi. Et à l'époque, à Bafoussam, qui arrive à Bafoussam? Rigobert Song, Léono Joseph, ils sont à Sable de Bâti. Sable de Bâti, effectivement. En deuxième division. Hé, Magnang, t'as revu, hein? Peut-être qu'il nous regarde là, parce que je lui ai dit que je venais. Oui, bah bien sûr que Magnang doit nous regarder. D'ailleurs, Magnang, on t'attend dans le bœuf bourguignon. Hein, dès que tu es à Paris, tu viens. Même à minuit, tu viens. Il va arriver. Donc, à Bafoussam, on a formé un clan de Yaoundé plus ou moins. Un clan de Yaoundé, ouais. Moi, je jouais à Racing, j'étais en première division et j'étais en deuxième division. Donc, moi, les 1000 francs qu'on donnait à l'entraînement, c'est ça qu'on vivait parce qu'à ça, le bâti, il n'y a pas d'argent. Et il n'y avait pas à l'époque. Il n'y avait pas d'argent à l'époque. Aujourd'hui, les bâtis sont les millionnaires du coup. À l'époque, il n'y avait pas d'argent. Donc, qu'est-ce qu'on faisait avec nos 1000 francs? Quand il finissait l'entraînement à 14h, je me douche, j'habitais à côté du lycée.
de Bafoussam. Ouais. Je vais vers le stade où ils habitaient, je récupère Rigobert Song et tout. Et nous, on va au marché, on achète des avocats, on fait la purée d'avocats. Et à l'époque, ça ne Tout coûtait ça pour rien, 1000 quoi. francs. Mais 1000 francs. Mais ça coûtait Ouais, rien. mais c'était la belle époque. Mais l'avocat coûtait combien, 25 francs Mais ou quand 26 on allait au marché, on donne 100 francs, on donne 100 d'avocat. Donc, tu as donc nous, on était Ça heureux. coûtait rien. Non, Parce c'est que comme- pour la petite histoire, je suis allé à l'école à Victor Foto, à Banjoun. Oui. Et je faisais mes courses plutôt à Bafoussam ou à Fumbot. Ah, d'accord. On tenait Ouais, une c'était- casserole. Ah ouais. Non, c'était une époque formidable. C'est une époque Formidable, ouais. formidable. Alors, un an, je reste à Fofou de Baham et je suis contacté par Tonnerre de Yaoundé. Pour moi, c'est la référence parce que mon idole, Mvoum Jean-Pierre, il jouait. Donc, je l'ai vu gamin. Quand il avait 3-4 ans, 5-6 ans, j'allais au stade, je voyais Mvoum Jean-Pierre jouer. Donc, je ne rêvais que c'est lui qui m'a fait jouer lié. J'adorais ça à cause de lui. C'est Fofoulé sur le couloir. Vous, Jean-Pierre, les je vous dis, frappes. c'est l'homme qui avait des cuisses comme ça. Quand il posait là, vous cognez, vous allez en brousse. Vous continuez sa route et Non, c'est non. le but. Et c'était un excellent Ah, joueur, Mvoum excellent joueur. Jean-Pierre. Donc je descends à Yaoundé pour signer au Tonnerre. Mais avant ça, Rigobert Song, il est déjà à Yaoundé. Lui, il a signé au Tonnerre avant. Avant, oui. Les Renault aussi sont descendus et ils sont appelés en équipe nationale cadet par Côte Manga. Manga Ngwene. Donc moi alors, qu'est-ce qui se passe? Moi je joue au Racing Bafoussam. Je suis en première division et ils sont en deuxième division. Donc je prends mal le fait qu'on les appelle à l'équipe nationale cadet. Moi on m'a pas appelé, c'est pas normal, ça n'a pas de sens. Bah oui. Alors que nous sommes tous dans des une amis. hiérarchie sportive, oui. Oui. Alors que nous sommes tous des amis. Mais qu'est-ce que je fais? J'arrive à Yaoundé pour signer au Tonnerre. Mais comme je connais où Côte Manga il habite. Côte Manga habite à Cité Moi j'habite à Komkana, c'est pas loin. C'est pas loin, à Ouais, pied. c'est le même- Un de tu même tu secteur. t'iras. Donc, culotté que je suis, Tu vas voir le mais coach. non, à l'époque, je ne me rends pas compte, c'est juste que avec le temps, avec la réflexion, je dis, mais ah, oh. Culotté que je suis, je vais chez le coach où il habitait, je sonne, ding, ding. Et c'est son épouse, maman, comme je l'appelle, qui ouvre la porte. J'avais qu'un petit jean déchiré, petit sandal, un enfant de comme qu'on a vraiment. Tu as toujours le Ouais, jean comme déchiré toujours, derrière. comme toujours, Ben, ça n'a pas comme depuis changé. l'enfance. Et alors, j'arrive. Bonjour maman, bonjour madame, bonjour. Je vais voir coach Manga Ngwene. Pourquoi? Non, je viens me plaindre parce que on m'a appelé l'équipe nationale et alors qu'on appelait Song, on appelle Léono et moi je pense que je suis meilleur que tous et on a appelé Kima, Kima de Bolo. Moukoko, Benoît, mais tous ces gars, les gars avec qui je jouais. Ouais. Moi j'estimais être meilleur que tous, pourquoi on les appelle, on m'appelle pas moi. Voilà. Gabriel me regarde comme ça et circonstrit, il dit mais c'est qui ça? Donc tellement ça là, tu peux faire que qu'est-ce qu'elle fait? Elle va quand même appeler coach Manga, elle dit viens voir. Donc Manga arrive, tu sais quand le coach Manga il est. Un petit maigrichon. Il voit, il me dit, il dit, ya. Ouais, il dit. Il me dit, et comment il y a? Il dit, Ouais, coach, je comprends pas. Il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, mais coach, moi je sais pas ce qui se passe. Moi je joue au Racing Bafoussam, je joue en première division, je suis le meilleur. On appelle l'équipe nationale du cadet, moi on m'appelle pas. Pourquoi on doit m'appeler l'équipe nationale? C'est pas normal. Non, c'est l'équipe nationale junior, pas cadet junior, c'est junior. Junior. C'est junior. Quand Manga me regarde, il me dit, tu habites où? Il dit, en Komkana. Il dit, ok. Bon, il est 13h30, il y a entraînement à 15h. Va prendre tes godasses, tu viens au stade. Waouh. Comme quoi la vie appartient aux audacieux. Hein. Et aussi, il me met au défi. Ah oui, Tu mets bien au défi sûr. que bon, Ouais. viens montrer de Bah, quoi tu es bien sûr. capable. Moi, je m'en vais. J'arrive chez moi, je prends les godasses, il n'y a même pas l'heure. Il est 14h45, je suis au stade déjà 14h, j'attends. 14h, je suis assis à la tribune, j'attends là les autres. Il vient à 15h30, je suis là, le soleil m'a bien tapé, j'attends. Oh, putain. Regarde. Alors, maintenant, les joueurs arrivent avec le bus, Rigobert Song. Quand Rigo me voit, il me dit, mais Bernard, qu'est-ce que tu fais? Il vient me prendre dans les bras, il était content de me voir. Il dit, je vais m'entraîner. Il dit, ah, on t'a appelé, on est content. Il dit, non, je vais aller voir le coach. Et puis Manga est surpris, il dit, vous le connaissez? Oui, coach, c'est notre coéquipier à Bafoussam et tout, et tout, et tout, on est. Ah, ok. Donc il me dit, viens, je m'entraîne. Quand je m'entraîne, Manga, Roger était à côté, parce que Roger supervisait. Qui est Roger Mila? Roger Mila. Ah, Rogers. Il supervisait. Il regarde. Pendant que je m'entraîne, quand je m'entraîne, je regarde le coach Manga, il parle avec Roger tout le temps, il regarde, il parle. Quand il finit l'entraînement, c'était vendredi. Et c'était le dernier jour d'entraînement et on devait libérer tout le monde pour aller à la maison et revenir le lundi. Je te raconte. Pourquoi c'est anecdote? Parce que c'est trop marrant. Et alors, quand l'entraînement finit, le coach vient me dire, bravo Fiston, tu as très bien joué. Bon, à bientôt. Moi je pars, je prends mon rodage avec tous les gars, ils prennent le bus, moi je prends mon taxi, je rentre chez moi en Komkana. J'arrive à la maison, samedi passe, dimanche passe. Le lundi, ils reviennent en stage. Quand ils reviennent en stage, ils s'entraînent le matin. Après ils vont manger. Ils mangeaient chez le coach Manga à Cité Cité Verte. Donc pendant qu'ils mangent, le coach Manga qui dit, mais il manque un joueur. Les gars disent non, coach on est complet. Il dit non, c'est le joueur qui est venu s'entraîner la dernière fois mardi, le vendredi, il est où?
Son qui dit tout le temps, il dit oui, mais coach, tu ne l'as pas appelé. Il dit, mais allez, il connaît où il habite. Rigobert, son qui dit, moi je connais où il habite. Il dit, bon, allez le chercher. Là, il s'est levé du repas, il est allé à Comp aller chercher. Et alors, Wow. et comme le bus, il quittait à Steve, il passait par Comp quand on a pu partir à Misfort, où il dormait. Donc il passe, il s'arrête devant mon quartier. Il n'y a pas de téléphone portable à l'époque. téléspectateurs. À l'époque, il y avait un téléphone portable. Donc il passe comme ça, hop, il s'arrête en Comp Canada. Rigobert, son qui sort, il vient. Et moi, j'étais en train de nettoyer ma petite chambre. Maman m'avait donné dehors, devant la maison. Elle était non, j'ai ma petite chambre, mes rendez-vous galant. Elle est petite. Alors, j'étais en train de décorer ma chambre. Je vois Rigobert, son qui vient. Et comme Rigobert, à l'époque, Rigobert m'appelait La Catus. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Tu étais la Catus, le roumain. Le roumain. Ah. Parce qu'on a vu au mondial. Oui, au mondial de 90. Qui a marqué un but contre le Cameroun en 90? La Catus. Donc, c'est pour ça que les gars m'ont nommé la Catus. D'accord. Et Rigo me dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Je dis, mais comment? Il me dit, mais on t'attend en stage. Je dis, mais qui m'attend? On m'a pas appelé. Il me dit, mais on t'a pas appelé. Mais le coach a dit qu'on était chez lui. Je dis, non, je viens pas. On doit m'appeler officiellement comme tout le reste. Mais tu te rends compte? J'ai 15 ans. Je dis. C'est bien été quand même. Je dis, mais. Wow. Puisque on vous appelle tout ça à la radio, qu'on m'appelle aussi moi. Ben oui. Pourquoi on m'appelle pas? Ben oui. Rigo me dit, mais tu es fou. Il dit, mais coach. J'ai dit, Rigo, mais c'est normal. On appelle tout le monde. Donc Rigo, il va au bus, ils vont à l'hôtel. Moi, je reste moi à la maison. Wow. Mais Donc, le gars était. Donc Rigobert, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des nouvelles au coach Manga. Le coach Manga appelle il y a un journaliste qui fait l'émission des sports à 13h. C'est qui encore? C'était pas Eboy à la main, non? Je ne sais pas si c'était Bois, je crois que c'était Bois. Alors, 13h au journal, l'équipe nationale junior. Le coach Manga a gagné pris M. Bernard tout le temps de rejoindre l'équipe nationale cadet junior à l'hôtel tel. Putain. Non, mais moi c'est. Je suis dans un quartier appelé comme un quartier populaire. Tout le monde l'a entendu. Comment compris, ils sont dans mon quartier. Tu es venu devant ta porte. Et tu sais quel comme c'est le quartier de Taximan. Ouais. Tout le monde. Et Bernard entre dans le taxi, au moins 5 taxis m'ont conduit jusqu'à l'hôtel. Le gars, il avait droit à son escorte. Oh non. Tu vois, est-ce que tu avais raconté cette histoire quelque part? Ah non, jamais. Et ce qui est marrant, c'est que cette histoire-là, Rigo et moi. Exclusivité de bœuf bourguignon. Rigo et moi, par ce qu'il a vécu récemment, on en parlait récemment et on rigolait lui et moi. Mais franchement, t'as du tout père. Je ne me rends même pas compte. Donc c'est comme ça que les gens de l'équipe nationale junior par le coach Manga. Et bon, après j'avais fait une sélection avec le coach cadet avec le coach Sadi, ça s'est pas bien passé. Donc un junior, le coach Manga m'a fait confiance, je suis resté. Donc ce jour-là, tu arrives? J'arrive. Quand j'arrive à l'hôtel, je prends ma chambre. Et je sais pas avec qui Rigo dormait, je crois que Léonard, mais il demande que moi je viens dans sa chambre parce qu'on avait déjà cette complicité dans l'enfance. Donc je prends la chambre avec Rigo, on est dans la chambre, on dort, on tape nos commentaires, on fait l'équipe nationale, on s'entraîne bien. Le coach Manga d'abord arrive, l'après-midi, on vient à l'entraînement. Il me dit, fiston, je suis désolé, hein, mais quand vendredi est parti, j'ai oublié de te donner la liste que tu reviens. Il a eu cette humilité, il te prendre des excuses. À coach Manga, on gagne vraiment. Non, coach Adjon. Mention. Non, coach Adjon, on connaît ça de lui, que c'était un coach. C'est un bon intrigant quand il faut. Très bon intrigant d'ailleurs. Mais c'est aussi un très bon coach parce que c'est quelqu'un qui a su même si porter tu une as un génération. conflit avec lui et que tu peux apporter l'équipe nationale, il te fait jouer. Après le match, vous reprenez votre conflit là. Ça c'est un bon, il en faudrait des beaucoup comme ça. Il en faudrait des beaucoup comme ça. Manga, ils ne sont pas nombreux, coach camerounais, depuis que je peux t'étudier, ça je te dis, coach Manga, je ne dirais pas la même chose d'Akono Jean-Paul qui dirait que le fils, machin, je ne dirais pas du bien de lui. Je le dis là à l'antenne, je ne dirais pas du bien d'Akono Jean-Paul. Mais coach Manga, c'est un homme bien. Il en faut des comme ça. Il avait cette hauteur. Cette hauteur. Et un respect pour le football, donc c'était une très bonne chose. Et alors on va en Coupe d'Afrique des Nations Juniors, on a l'île Maurice, on finit finaliste, on perd contre le grand Ghana en finale de Nilamti 93, Nilamti en 93. Avec au Nigeria, on a battu le Nigeria en poule, il y avait les Okocha, les Babangida, nous on était que des gamins. Waouh. Vous avez mis une host, de façon et pour l'anecdote, on joue contre le Nigeria. Rigobert Song, toujours mon ami Rigobert Song, il va rigoler, c'est l'anecdote. Rigo va rigoler. Non, mais parce que. Dis-nous. Parce que Rigo, lui, il rigole. Lui, c'est un gars. Comme son nom l'indique. C'est marrant. Dis-nous l'anecdote d'Algérie. Alors, on joue contre le Nigeria. Ouais. Et en face, il y a qui? Okocha, Babangida,
Taribo West. Mais les gars les noms, nous on les voit même à la télé. Taribo West. Taribo West, hein? Et alors, nous, il y a qui chez nous? Ben là, tu t'en. Mimpo Sèche, Rigobert Song. On n'a pas les pros, Foué. On n'a pas les pros. On arrive, merde, l'équipe là. Et notre directeur sportif, c'était Roger Mila. Quand on arrive avec l'équipe nationale, on regarde l'équipe du Nigeria, on dit on va faire comment? C'est là où je t'ai dit que j'avais 2 terroristes derrière. Je les appelle les terroristes parce que c'est la terreur des attaquants. Rigobert Song, Léono Joseph. Oh, les deux là, quand tu les voyais, stopper. Ouais. Et c'est là où j'ai vu que Rigobert, déjà à son enfance, il avait déjà une malice mais terrible. On va aller jouer le match contre le Niger, on arrive. Et lui, c'est déjà que les attaquants du Niger sont très rapides, ils sont dangereux, il ne sait pas comment il va faire. Rigobert, il a pris son piment ou je ne sais pas quoi dans la main. Il a pris le piment. Je ne sais pas où. On arrive. On arrive, on s'est vesti, on s'est chaud, on va au stade, il faut ça sur le visage de l'attaquant. Il faut sur son visage comme ça. Ce visage de l'attaquant nigérien. Pique les yeux. Non. Et là, il va au stade diminuer comme tout. Il ne sait pas comment faire. Mais c'est dans les vestiaires qu'il faut de piment sur les yeux du Nigérian. Rigobert, c'est un maniant. Oh, maniant. Les gens, on parle de ces garçons, c'était un mec depuis l'enfant. C'était un c'est pas très sportif, hein? Non. On n'avait pas les moyens des jours contre ces garçons. Parce qu'on devait prendre une rousse contre eux. Mais quand il a fait ça, nous tous on a dit waouh, donc on peut le faire. Quand on est au stade, les gars étaient diminués. Psychologiquement, ils étaient diminués. On a battu au Niger 1-0. But de Anya Banabi. Mais je te jure que quand on gagne au Niger, on a dit oui, on peut faire quelque chose. On a perdu quand on gagnait en finale, mais quand on est rentré de là, Côte Manga était fier de nous. Tu sais pourquoi vous avez perdu? Parce que Rigo n'a pas pris le piment pour le gagner. Bon, après, le Ghana en face, quand même, l'équipe qu'elle avait, franchement, on sortait diminué et tout. Donc, on fait déjà, ils en sortent 1-0, c'est bien. Hein? On fait une très bonne Coupe d'Afrique des Nations, junior. On enchaîne une Coupe du Monde en Australie, avec Patrick Soufo. Enzo. Donc, moi, je signe derrière au tonnerre de Yaoundé. Ouais. Et comme ça que ma carrière avance, quoi. Alors tu vas dire à Rigo, hey Magnan, je vais te vendre là, tu ne savais même pas que j'étais au courant. Mais je suis au courant, nous savons beaucoup de choses. Il faut que tu expliques à Bernard ce que tu as fait en 2004 à Yaoundé lors de ce match Cameroun-Côte d'Ivoire. Tu as dit quelque chose à Raymond Kala et sur le stade, Didier Drogba a fait pas 10 minutes. Quand il est tombé, Raymond Kala l'a bloqué, il lui a dit mais... petit. Donc, il faut que tu expliques à Bernard ce que tu avais dit à Raymond Kala. Est-ce que Raymond Kala a répété à Didier Drogba? Et quand tu vois ce match Cameroun-Côte d'Ivoire, après 10 minutes, Didier Drogba est sorti du match. Mais totalement. Ça, c'est la malice de Rigobert encore. Waouh. Rigobert, il y avait un truc. Apprendre dans un peu. Quand on s'entraînait avec l'équipe nationale, l'équipe nationale du Cameroun, quand on nous appelait, on s'entraînait. Et j'étais fou foulé à l'aile, je driblais beaucoup. Rigobert, à l'époque, il jouait latéral, pas encore stopper. Il jouait latéral, souvent latéral droit ou bien stopper. Et à l'entraînement, le coach adorait sa Côte Manga pour mettre Rigobert en condition. Il fait jouer Rigobert le latéral. Il me fait jouer lié. Et dès que j'arrive, Rigobert m'appelle, me dit Bernard, écoute, tu sais quoi, change d'aile. Parce qu'il veut te casser les pieds ici. Et c'est comme ça qu'il faisait. Lui, à l'entraînement, il était sérieux. On dit décrassage. On met les baskets. Il était bien avec les vis comme ça au décrassage. Donc, il met les vis, les 16. Donc, toi, tu viens côté lui, tu as peur. Oh là, point de décrassage. Alors, tu signes au Tonnerre Yaoundé en première division. Et à l'époque, le Tonnerre, c'est la meilleure équipe du Cameroun. Le Tonnerre, ça c'est en 89, tu signes au Tonnerre? Je signe au Tonnerre 91. 91, le Tonnerre est toujours parmi... Le Tonnerre gagne même la Coupe du Cameroun cette année-là. 2-0 contre Racine de Bafoussam. On a l'une des meilleures équipes parce qu'on a une génération terrible. Et dans ton équipe, tu as le meilleur footballeur que j'ai jamais vu à l'œuvre, il s'appelle Mama Jean-Louis. Non, le grand Mama, quand on arrivait même, si tu veux, Mama était déjà... Il était même plus conseiller que joueur. Ah oui. Mais quand on a l'occasion de le voir à l'entraînement, tu disais, mais oh là là, c'est pas possible. Tu te demandes comment celui-ci n'a pas fait une grande carrière. Parce que Maradona ne sait pas faire ce que Mama faisait, balle au pied. Jean-Louis, il te prenait la ligne comme ça. La ligne de 16 là. Les poteaux des Gaules, c'était la ligne. Maman n'était pas en ligne, là-bas sur la ligne, il te dit 4 personnes sur la ligne. 4 personnes. C'était il avait quelque chose que aujourd'hui quand tu vois Neymar fait machin, c'était. Non, Neymar ne fait rien. Je peux te dire, il n'a pas le retentissement. Il était sur Resta, mais il était à Rennes, mais c'est le gars, il était
surdoué et il a refusé de travailler. Oui, c'est comme tous les surdoués. Surdoué qui a refusé de travailler. C'est souvent comme ça. Il ne venait pas aux entraînements, vu le jeu du match, mets-le sur le terrain, tu vas voir. Je peux te dire ici, et j'espère que Papa Roger Mila va pas se fâcher contre moi. Quand tu vois certains dribbles de Roger Mila sont les dribbles de maman. Regarde, au Mondial 90, passe de Mila sur Mila. Il tape ici, il continue à récupérer, il marque. Ça, c'est des trucs de Maman Jean, lui. Oui, il adorait ça. Il s'entraînait tout seul. Souvent, il vient comme ça à l'entraînement. Il reste seul. Il dit aux enfants, faites-moi les passes, on fait les passes, il fait fiup, la balle tourne comme ça part. Lui, il tourne comme ça, il va prendre la balle derrière. Les gens ne comprenaient pas. Mais une anecdote. Il avait déjà Une anecdote, un jour, là, tu n'étais pas encore au Tonnerre, ça doit être en 89, il pose le ballon. À l'époque, tu avais les Kofi Abré, Salah Mensa, Jafet Doram qui était arrivé pour remplacer Georges Weah qui venait de partir pour Monaco. Salut à toi Jafet, salut à toi Georgie, monsieur le président de la République Georgie. Alors, il y avait toutes ces stars-là, Adama Ziko, feu Adama Ziko, oh mon Dieu, quel autre joueur. Le Tonnerre. Mama prend le ballon, il pose un coup franc devant la cage. Il dit à Mbo et Ali, là-bas, je vais mettre ça là-bas. Vous mettez la barrière. Puisqu'il a indiqué au gardien qu'il va mettre ça là-bas, le gardien garde cet endroit-là. Mama vient, il brosse le ballon contourne la barrière, revient sur lui, tout le monde cherche où le ballon. Il dit, ben, vous cherchez quoi? Voici le ballon. Pendant que vous avez piqué le ballon, ça rentre là où vous avez dit. Wow. Je te jure, j'étais là, je regardais ce midi-là, les entraînements. Le général Semengue, le président du Tonnerre, s'est levé. Tout le monde était tétanisé de voir ce que Maman faisait balle au pied. Tu as joué contre un tel joueur. Je comprends que tu étais technique. Non. Tu as joué avec lui. Et attends, quand j'arrive... Avec ou contre? Quand j'arrive, je sors des fautes de Baham. J'arrive à Yaoundé. Il faut que je signe au Tonnerre de Yaoundé. Oui. En passant. Oui. Je connais plus ou moins les petits rouages au pays, que pour signer, il faut demander une plume de signature, ce que je ne connaissais pas à l'époque. Oui. Parce que maintenant, j'arrive au Tonnerre, il faut que je signe. C'est Menga a tellement besoin de moi, Tonnerre a tellement besoin de moi. Et Rigobert, on en parle bien, il dit que non, il faut qu'il vienne. Parce que Rigo a heureux que je sois au Tonnerre. Donc j'arrive au Tonnerre, j'arrive à la garnison, Jonas Menga à son bureau. La garnison militaire de Yaoundé. Avant de partir, ma maman venait de faire un AVC parce que mon papa était décédé il y a quelques années, 2 ans avant. Ma maman a fait un AVC et parce qu'elle n'a pas supporté la mort de mon père, donc elle a fait un AVC, elle avait un côté paralysé. Moi j'arrive. Et c'est là où Jonas Semengue est très 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 fort. Comme je l'appelle le père. J'arrive à la garnison, je dis bon, avec mon grand frère Alain et ma maman, on a décidé que quand je vais arriver, je vais signer pour 2 millions de francs CFA. Ça va aider ma mère pour l'hôpital et tout et tout. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Donc moi, je décide de signer pour 2 millions. Ouais. J'arrive dans le bureau du général. Quand j'arrive, il me dit, fiston, ça va? Il dit, ça va bien. Il me dit, oh, qu'est-ce qu'on parle de toi partout, hein? Qu'est-ce qu'on parle de toi partout, hein? Je suis fier que tu vas faire partie de la maison Tonnerre de Yaoundé maintenant. Yaoundé va avoir un de ses enfants. Il dit, ok, papa. Il avait tout son cul dans, non? Dans ma tête, je vais signer mes 2 millions. Donc, il pouvait parler de ce qu'il veut. Moi, je voulais mes 2 millions. Il donne ton argent. Et Dieu sait, c'est que moi, quand je disais ce que je voulais, moi, je tenais mes paroles. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand j'arrive au bureau de Semengue, il a tout son cul dans. Ouais. Il retire son arme. Il dépose l'arme sur le bureau. Il me regarde. Il me dit, fiston, si tu joues au Tonnerre, je te garantis 2 choses. L'équipe nationale et la sécurité. D'accord. Je dis, je reste comme ça, je regarde. Il dit oui, la sécurité, l'équipe nationale du Cameroun. À Yaoundé, tu vas être en sécurité, tu vas à l'équipe nationale du Cameroun si tu joues au Tonnerre. Après, il me dit bon, voilà la licence, tu peux signer. Adieu les 2 millions. Mais dans ma tête, mais moi je veux 2 millions. Évaporé. C'est quoi cette histoire? Je veux 2 millions. Alors je regarde Jonas Semengue comme ça. Mais dis à Jonas Semengue que non, je ne signe pas. Oh. Voilà, il a posé l'arme là. Pourtant, il ne va rien te faire, mais c'est psychologique quoi. Après, je dis, ok, président, je prends la feuille, je signe, ta. Il dit, voilà, bravo mon fils, tu es un vaillant garçon. Allez, à l'entraînement, demain. Donc pendant que je sors du bureau, il me dit, attends, viens. Quand je reviens, assieds-toi, je m'assois. Il avait tué le général, il avait tué des tiroirs. C'était un homme, il avait le tiroir des 100, des 1000 francs, des 2000, des 5000, des 10 000, tous les tiroirs. C'est un commerçant. Alors il tire un tiroir comme ça. Il sort de l'argent, 500 000 francs, il me donne. Quand il me donne 500 000, il me dit, tu dis à ta maman que demain,
la voiture militaire venait chercher pour l'amener à l'hôpital. À l'hôpital militaire. À l'hôpital militaire pour qu'elle commence ses soins. Ouais. Donc ça veut dire qu'il n'avait plus de renseignements sur toi, tout il savait. C'est là que je t'ai dit le général. Bon, c'est là. Bon, c'est le général, hein, le général. Donc, mon général, tu as plus de renseignements. Le père. Donc alors, il me dit ça. Je suis d'abord stupéfait. Je dis, mais comment il connaît que ma mère est malade? C'est tout. Comment il connaît? Il dit, ok papa, je lui dis. Je prends mes 500 000, je m'en vais. Je m'avais dit à maman que et tout. Moi je me dis peut-être qu'il a dit ça pour me faire plaisir. Moi je sais pas, le lendemain à midi, je vais à l'entraînement. Quand je rentre de l'entraînement à 14h, j'arrive, ma mère n'est pas là. On me dit, oh, les militaires sont venus la chercher ici, ils l'ont emmené au camp militaire pour pousser les soins. Donc j'ai joué au Tonnerre, quoi. Presque 2 ans, on allait en Turquie. Ma mère a toujours eu ses soins dans la garnison. Toujours. Même quand j'étais au Tonnerre, que ma mère sentait mal, elle partait à la garnison. On la soigne. Je peux te dire à quel point le général c'était un homme de parole. Ça, c'était bien. Quand j'arrive à l'avoir au téléphone, et même quand je l'ai pas, quand j'ai son fils Stéphane, j'ai dit, tu vois Stéphane, dis à ton papa, combien pour moi, il le sait, il va besoin de lui dire, il le sait. Il sait combien pour moi. Quand je suis au Cameroun, je peux pas aller au Cameroun sans aller le voir. Donc c'est impossible. Donc tu as fait 91 jusqu'en 93. J'ai fait la Turquie. Je signe un tournée à fin 91, j'ai resté 2 ans et demi. Je pars fin 93, 94, je pars en Turquie. Donc tu n'as pas vécu ce match anthologique entre le Tonnerre et le Canon? Non, je joue justement, j'ai joué le match Tonnerre-Canon. Là où Roger Mila revient, et là où Feu Mas Vivien Fouet est son garde du corps. C'est moi qui fais la passe du but, le premier but. Effectivement, j'avais oublié, c'est toi qui fais la passe. Il a marqué un premier but. Le deuxième but, c'est mon avant-centre. Comment il s'appelle encore? Seigneur, c'est pas vrai. Ça commence à finir. Attends, toi tu joues avec lui, moi je ne vois pas. Belle excuse. C'est quand même un moment. Ça fait 23 ans et quelques mois. Surtout que je t'aide pas beaucoup. Qui m'excuse. Mais on avait une équipe de Tonnerre Yaoundé. Le retour de Roger Mila. Ah oui, 94. Je te dis pas. Le stade était plein. Le stade était plein comme on était en stage. Non, je ne l'ai pas vécu. L'équipe nationale du Cameroun. Le lundi, on préparait le match, un match important. On nous libère vendredi. Allez vous préparer pour jouer le match dimanche contre Canon. Donc Canon Tonnerre. Déjà en stage. Le derby là. Tu as qui en stage? Tu as Feu Fouet qui joue Canon. Marvien Fouet. Tu as il y avait qui joue Canon encore? Mimpo Sèche. Tu as Émile Eidi. Eidi était avec vous. Et sur glace. Tu as qu'on appelle le latéral gauche là. Ils avaient un latéral gauche qui est très fort en anglophone. Très fort. Yombi? Non. Yombi jouait là-bas. Même Yombi aussi, Chaleur jouait aussi là. Oui, Chaleur jouait là. Oui. Donc, c'est pas encore fini. De l'autre côté, tu as Tonnerre. Tu as voilà, vous aviez. Tu as Esson, et Leono, et moi, et Kopalinga, et Mati, plein de joueurs. Et Obateba. Obateba, voilà notre gars qui a fait une carrière. Putain, ce mec avait du football dans le. Oh Seigneur Jésus. Obateba. Tu joues avec quelqu'un, tu l'admires au stade. Ouais. Obateba. Je joue ailier droit, il joue à gauche. Quand Obat fait ça, je sais à qui va changer d'aile, je change. Il connaissait le ballon au Bateba. On dit bon, dans le football, il y a beaucoup de chance. Ouais, ce garçon. Tu vois ce que Lionel Messi fait aujourd'hui? Au Bateba nous faisait à l'époque. Au Bateba te faisait, il connaissait l'aile. Comme on dit que tu connais ta maison. Ouais. Il s'amusait, c'était un ailier. Donc on a préparé ce match. On arrive vendredi matin, on s'entraîne des Lions. On rentre, on va pour regarder l'entraînement de Tonnerre. Roger me l'a dit qu'on doit s'entraîner. On dit non Roger, parce que c'était son retour, il voulait s'entraîner avec nous. Est-ce qu'il fallait qu'il... Je dis mais Roger, j'ai mal, je peux pas, je suis fatigué. Il me dit non, il faut que je m'entraîne. Moi je m'entraîne. Alors à l'entraînement, je tombe et je me froisse l'épaule. Luxation d'épaule. Oh non. C'est un drame. C'est un drame. S'il ne joue pas, c'est compliqué. Le général Semengue m'appelle. Il me dit viens. Il m'amène voir Moutazé. Ouais. J'arrive. Le docteur Moutazé. Docteur Moutazé par mon épaule. L'épaule est sortie comme ça. Il dit au général, je pense qu'il ne va pas jouer, il ne peut pas jouer, c'est impossible. Le général dit quoi? Il faut qu'il joue. Donc débrouille-toi. Débrouille-toi. Il faut qu'il joue, j'aime bien ça. Moutazé me prend. Mission. Il prend un médicament que j'ai jamais oublié, le Dipostène. Il fait injection, c'était une petite injection. Il injecte partout comme ça. Il me dit va dormir. Il me met un bandage comme ça. Je dors sur une épaule, j'ai mal. Le matin je me lève, j'ai moins mal le samedi matin.
je vais un peu trop faire mon petit footing, parce que dans je fais mon petit footing. Le samedi soir, il me fait encore une injection. Le dimanche matin, il me fait une injection. Donc, quand je joue Canon Tonnerre Yaoundé, je joue avec un bandage. Je joue avec une main. J'ai le maillot, mais à l'intérieur, on m'a fait un bandage comme ça sur le bras. Waouh. Donc, je joue avec un bras. Comment faisais-tu pour dribbler les gens avec une main? Et voilà Roger qui vient. Il me dit, fiston, on doit gagner ces matchs. Tu dois jouer ces matchs. Malade ou pas, tu dois jouer ces matchs. Et comme j'ai appelé le directeur, je vais jouer. Parce que le directeur national, il peut jouer à Tonnerre. Donc, j'ai mis la tête je dis, directeur, je vais le faire. Canon Yaoundé Tonnerre. D'abord, il y avait presque 80 000 téléspectateurs. Mais le stade était plein. Le stade fallait tomber, c'est pas possible. Wow. Le stade au Miss Yaoundé, j'avais jamais vu. C'était un des plus beaux matchs. On revenait voir Roger Mila. Et en face, tu avais un garçon appelé Feu Foué. Foué, Marvin Foué. Feu Foué. Oh là là, quel milieu de terrain hors pair, quel défenseur, marquage était. Il y avait devant lui, il y avait Feu Foué, Mimpo Serge, j'avais lu. Mimpo, c'était alors un magistrat. Et Wane Jacob était encore là. Dans tous. On appelait Diego et Wane Jacob. Et en marquage, tu as Foué, tu as le coach qui a actuellement, non, il est à Canon là. Noah, oui, c'est Noah. Donc, tu as un marquage sur Roger, Foué et Noah. Et il se déballait. Dès que Roger avance, Noah est devant. Dès que Roger recule, Foué derrière. Mais Roger va faire comment? Le gars est dans le saucisson. Et tu sais, à l'époque, Roger avait une chaîne. Oui, il avait une chaîne. On disait que c'était son totem. Qui a coupé la chaîne, dis-nous? C'est Noah! Noah! Donc, Roger veut faire ça. Noah en voulant attraper alors. La chaîne tombe. On dit, oh, c'est fini, comment on va faire? Roger va marquer. Roger se fâche, il prend la chaîne, il court, il va au banc, il touche, il donne la chaîne, il revient. Il m'appelle, il dit, mais combien il parle tout le temps? Il dit, ok, je prends. Canon marque le premier but. Oh, le stade des supporters Canon restait debout. Oh là là. Oui, tu fais bien de me pointer, j'étais supporter du Canon. Le Shabbat, tout le Shabbat dehors. Tout le monde était dehors. Et les supporters Tonnerre, c'était la classe, c'était sous tribune. Oh, n'importe quoi. Je sais Tonnerre là. Tonnerre, c'était la classe. N'importe quoi. Est-ce qu'il y avait la classe en Bogada? Tu me racontes quoi? La sous tribune. Quand tu viens, il y avait des gens en blanc, galant, les gars, grande gueule, qui gueulaient. Alors, Canon nous mène 1-0. Mais je vois Roger, il me dit, viens Bernard. Il me dit, oublie ta douleur. Joue, parce que j'avais un peu mal. Donc, il me dit, joue quand t'as pas mal, oublie la douleur. Je dis, ok, je prends 2 minutes plus tard le ballon, je vais sur l'aile. Et il savait que quand je driblais, je sentais jamais une fois fait sur un crochet. Roger, il savait ça. Donc, je parlais, je lève la tête. Il faut qu'on est centré, je crochette, le latéral passe. Donc, quand j'ai crocheté, Roger est parti en avant. Les deux l'ont suivi. Noah et Feu Foué. Ils l'ont suivi. Et Roger les a ramenés derrière. Quand les deux sont revenus, c'est au moment où j'ai fait mon crochet, quand il levait la tête. Quand j'ai centré, les deux sont restés derrière Roger, avancé pour me tout seul. Bang, il a mis devant le filet. Oh là 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 là. Nous avons maudit ce gars. On a maudit ce jour-là. Attends, je te dis pas. C'est là que je te dis que Roger, c'est là que je dis Roger mit la chapeau. Ce monsieur, je ne connais pas un avançant qui connaissait la surface de passion contre Roger Mila. Ah ouais, mais... il connaissait sur sa moindre dimension le poste d'avancement. Donc, quand il a fait appel, contre-appel, quand il est reparti, Foué et nous sont restés. Roger a marqué. À la décharge de Foué, nous avons dit à l'époque que c'est la jeunesse, nous faut était jeune. Barré Roger Mila, qui était un dinosaure du football pour un jeune comme Foué. Vraiment, personne ne lui a tiré dessus sur Foué. Non, on ne pouvait pas. Personne ne lui a tiré. On a dit non, le gars a bien travaillé. Les gens étaient même contents. Parce que c'était le retour de Roger. Bah oui. Il fallait même les supporters du Canon étaient contents, Roger est marqué. On a fini 2-2. Roger a toujours dit que quand un attaquant rentre dans la surface, c'est un but ou un pénalty. Ou un pénalty. Et on a fini 2-2. 2-2 ce match-là. Dans le match Canon Tonnerre, c'était une référence. Moi, je pense que. Ça, c'est le bon j'espère qu'un jour. C'est ce jour-là que tu as marqué les esprits, en fait. Ouais. C'est ça? Non, je pense que ce jour, j'ai. Une main bandée, un bras bandé. Les gens me conseillaient parce qu'ils m'ont j'ai vu jouer, on m'a fait jouer, j'ai joué mal Tonnerre, machin. Donc j'avais là plus de noms. Mais ce match, c'est vrai que ce match, pour tous ceux qui ont joué ce match, que ce soit Foué, que ce soit Mimpo, que ce soit moi, le Robinson, parce que tout le monde est venu. Et les médias européens, et la presse française. Tout le monde suivait Roger Mila. C'est pas ça en live ici en France. Tu sais pourquoi on suivait Roger Mila? Parce qu'après avoir brillé au mondial 90 où il avait 38 ans, oui. Il était pressenti pour le mondial 94 à 42 ans.
Donc, Tu jamais Je disais, mais attends. Mais c'est pas possible, ce type. La C'est un miracle. curiosité du monde entier. La curiosité du Et monde donc, entier qui est au pour Cameroun. nous joueurs, ouais. c'était une vitrine énorme. Énorme. Je pense qu'après ça, presque tous sont partis. Oui. Presque Je tous. pense que c'est après ça que toi tu pars. Rigobert sont pas en premier. Foué. Tout le monde part. Rigobert sont pas au FC Metz. Oui. Foué vient à. Faut vient Lens. au Racing Club de Lens. Oui. Moi, il je vais en sera champion moi, je vais en de Turquie. France 4 ans après. Presque tous. Toi, tu vas en Turquie. Tous, on va tous en Europe. Tous sont partis. vont. Donc, et la plupart des autres, il y a plus les Mimpo et tous vont en Grèce. Oui, ils vont en Grèce. Et il dit. Donc tu vois, donc Et sur glace. c'était un match vraiment qui a mis Tout le monde en a vitrine. regardé. Et je pense que ce match, jusqu'aujourd'hui, parfois il y a certaines personnes qui savent pas s'amuser pour connaître vraiment, pour voir vraiment ce match, ils les remettent souvent sur internet. Ouais. J'ai vu la dernière fois une interview de Feu Foué après le match, ça m'a fait quelque chose. Quoi, Oh parce que Marco, paix à ton âme. au père son âme, ouais. J'espère que sa famille va bien. Non, Marie-Louise. oui, je suis persuadé. Je pense souvent à vous, mais je ne sais pas où vous retrouver. Voilà. Il faut que vous le sachiez. Non, de tout cœur. Elle sait J'ai comprendre connu ça. Marc-Vivien Foué, pas le footballeur, mais le jeune qui était en seconde en 1992. Pour le petit Congossa, j'allais dans sa classe chercher sa camarade de classe. Où ça En Kondongo. En Kondongo. Oui, j'allais donc chercher René dans la classe de Marc-Vivien Foué qui était tout timide, tout tranquille là dans son coin. C'est comme ça que je connais Marco en Non, fait. mais, bon, Paix à son âme. pour en parler un peu de lui, c'est. Je pense que de notre génération, c'était, je pense, le plus sage. Parce que c'était quelqu'un. Tu sais, à cette époque, on avait beaucoup de problèmes des primes et tout. C'est toujours émouvant de parler de Marco. On avait des problèmes des primes tout le temps, on s'est discuté pour les primes, on faisait des grèves et tout. Mais il était tellement. Il parlait rarement, il était toujours assis, mais dès qu'il prenait la parole, allez, c'était fini, tout le monde dans la chambre. Tout le monde l'écoutait. On sait que ce qu'il dit, oui, c'est ce qu'il faut. Ouais. Donc, c'était vraiment l'homme. Et il y a eu une anecdote avec moi au Cameroun. Les supporters des Tonnerre Canon s'en souviennent parce que, même les supporters des Lions s'en souviennent parce que les passionnés de foot. Parce qu'on devait jouer un match important, justement, un match contre le Zimbabwe. Oui. 98 où je marque le but. Et Oui. C'est pas 97 là 97, donc pour la Coupe du Monde 98. Oui. Pour la Coupe du Monde 98. Pour la Coupe du Monde 98, effectivement. On devait jouer un match contre le Zimbabwe à Yaoundé. Et à l'entraînement, je crois que c'était le mercredi, on faisait un petit match position. Alors, j'ai pris un ballon par inadvertance et Feu m'a tapé la cheville. Donc, je suis sorti d'entraînement et les jeunesses ont dit que Bernard, tu ne vas plus jouer. Alors, c'est grave, Bernard, tu ne vas pas jouer. C'est tout. Fouet, supporter les joueurs de canon, à faire du mal à jouer le Tonnerre. Tu connais Alors qu'à l'époque, tu jouais déjà en Europe, et vous jouez tous les deux en Europe. Mais la rivalité Il y restait. a toujours cette rivalité. Oh là là, toujours ce fameux truc. Donc ça prend une ampleur Ça au niveau prend des une ampleur. médias. Les gens parlent, les supporters des canons disent oui. Au quartier, il y avait les bagarres là-dessus. Voilà, au quartier, Il y avait les bagarres. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ah, le foot. Le mercredi, l'entraînement passe, moi je viens, je fais des glaçons, j'ai mal et tout. Il vient à ma chambre mercredi soir. Il me dit, ça va, Frangin? Il dit oui. Il me dit, tu as mal? Je dis, ça va aller, je crois demain ça va aller. Mais là, il me dit, ok, il est dans sa chambre, j'ai besoin. Donc il va à sa chambre, il me dit rien. Et le lendemain, mercredi, le pied, tu vas enfler, donc je ne peux pas jouer. Donc je vais au terrain quand même, j'essaie quand même de courir, mais j'ai mal. Et l'ampleur, encore, ça passe à la télé, les gens en parlent. Donc, Oh là. ça le saoule plus ou moins. Et le soir, alors, il vient et me dit, Bernard, j'espère que tout ce que les médias racontent, ça ne te dérange pas. Je dis non, Marco, moi je te connais très bien. Déjà, avant même ça, nous on se voyait pas, j'étais en Hollande. Et lui, il était à Lens. Oui, donc on se voyait à Bruxelles tout le temps. On faisait nos cours, on achetait nos CD, on mangeait au restaurant parfois. Non, on se voyait. Donc, moi je connaissais qui il était. Je connaissais très bien le personnage. Tu joues au Roda JC JC en Hollande. Voilà. Oui, je me souviens. Et alors, il me dit, j'espère, je dis non, Marco, pour moi, il raconte ce qu'il raconte, c'est pas important. Il me dit, ok, mais lui, ça l'a marqué. Alors, il me dit, bon, après le match, on doit aller quelque part, toi et moi. Je dis, ok. Le lendemain, je vais mieux, je m'entraîne, je m'entraîne. On fait un beau match contre le Zimbabwe où je marque le but à 1 minute. Ouais. Où Ah j'apprends- ouais? Oui. Et là, le commentateur dit il va nous tuer ce tout-temps. Jean- Il attend toujours les dernières minutes pour marquer ce tout-temps. Il va nous tuer. Jean Lambert. Jean Lambert, non, Jean Lambert, salut non. à toi. On le salue. Profite pour saluer parce que quand on parle des journalistes qui ont cette passion du football, Sans cette passion, je c'est Jean veux Lambert. je veux rendre hommage à Jean Lambert parce que le journaliste sportif qu'il était, c'était quelqu'un qui connaissait le football. Qui connaissait, qui adorait. Et j'espère, c'est juste une pique pour les journalistes camerounais, journalistes de football, les journalistes qui pensent avoir la science infuse sur le football, que non, il faut qu'ils apprennent parce que Ouais. beaucoup ne font pas leur rôle de journaliste. Oui. Aujourd'hui, excusez-moi,
je suis dans une émission qui est familiale. Donc, quand c'est familial, on doit dire des choses. Aujourd'hui, on a beaucoup de journalistes qui sont journalistes parce que ils veulent interviewer les gens, on donne un peu d'argent. Moi, je n'ai jamais fait ça à personne. Il n'y a aucun journaliste qui va venir Bernard tout le temps m'a donné de l'argent, jamais, ça ne fait pas. Jean Bernard, il a dit des choses sur Bernard tout le temps parce que j'ai prouvé au stade. Donc, effectivement. C'est un petit rappel, même aux footballeurs. Vous prouvez, on va parler bien. Vous n'avez pas besoin de monnayer. Rassure-les, tu es venu dans le bœuf au guion, là, tu ne m'as rien apporté. Hein? Bah, la preuve. Ça, c'est moi. Hein? Tu me fais à manger, poches, hein? tu m'offres les jus. Donc, je pense qu'à un certain moment, il faut que les footballeurs camerounais prennent conscience qu'on n'a pas besoin de monnaie, quoi que ce soit, ni un entraîneur, ni un journaliste. Non, quand on connaît. Moi, c'est pour ça que Bernard, tout le temps, il est libre de dire ce qu'il veut à qui qu'il veut. Parce que je ne dois rien à personne. Aucun journaliste va venir dire que Bernard, tu vas donner de l'argent. Aucun entraîneur va gagner de l'argent. Non, la fédération camerounaise de football ne va pas dire que Bernard, non, jamais, au contraire. Donc, les sélections, tu les as eues sans monnaie, sans payer personne. On a vu mon audace avec Mangong et ça, tu étais le cas. Jamais payé qui que ce soit. Mais tu sais que les gens ont payé pour avoir la sélection. Ben oui, il y a des gens qui le font. Tu le sais bien. Mais je ne le cache pas, je le dis, je l'ai souvent dit. Mais je le décris, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Au sein des Lions, les gens payent pour la sélection. Ce n'est pas normal. Tout le monde le sait. Mais il paye à qui? Mais tout le monde le sait au Cameroun. Il paye à qui? Voilà, où est-ce qu'il faut se poser la question? Tu sais, au Cameroun, il y a ce qu'on appelle la sélection. Avant de te répondre, je vais d'abord finir avec mon. D'accord. Parce qu'il faut terminer. Avec l'histoire, il faut parce que pour moi c'est très important. Ah oui, tout à fait. Je veux vraiment que pour te parler de l'homme. Alors, il me dit après le match, contre le Zimbabwe, euphorie, tout le monde est content. Bernard, tu as marqué bien 90 000, MB, Davito, on est heureux comme tout. Après le match, alors moi j'ai oublié qu'il m'a dit que. Il va t'amener à quelque part. On joue souvent tôt, on a fini avant 16h, le match était fini, 17h je crois. Il me dit, bon Bernard, il vient à machin, il me dit, Bernard, on va. Je dis, mais on va où? Il me dit, mais je dis que je t'amène quelque part. Il dit, ah, j'ai oublié. Moi je prends, je mets mon jogging. J'ai dit, bon, il y avait une Mercedes à l'époque, j'entre dans sa voiture, on roule. Tu sais, il m'amène au centre Jamo. Tu savais, à Siati, il y avait au centre Jamo. Oui, au centre Jamo, là, oui. Il m'amène là-bas, dès qu'on arrive, il appelle la directrice Jean Jamo. Il appelle une dame, je ne sais pas si c'était la directrice, mais c'était quel rôle elle avait. Moi, je m'intéressais moins à la femme parce que j'étais stupéfait. Je dis, mais pourquoi il m'amène Qu'est-ce qui m'amène là où on garde les fous? C'est un centre hospitalier où on interne les. Je dis, mais le monsieur là, il est normal ou quoi? Qu'est-ce qui t'amène? Il m'a même dit, attends, il me dit, non, attends, il appelle la dame, il parle à la dame et tout. La dame vient, me dit, oh, la dame vient, hein. Il appelle la dame à côté, à côté de moi, hein. C'est peut-être pour quitter le Gobert, feu fouille. Donc, il parle à la dame un peu éloignée. Après, il vient avec la dame vers moi, elle me salue. Elle me dit, monsieur Toutan, merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Je dis, mais. Ce que j'ai fait. Je dis, mais ok, madame. Je suis stupéfait, je regarde, il fait le clin d'œil. Après, même pas 10 minutes, un camion arrive. Dans le camion, il y avait plein de choses. Les lits, le fauteuil roulant, plein de choses. Donc, il faisait faire un don. Au centre Jamo, oui. Et il m'associe à son don alors que je n'ai rien à voir. Waouh! Merde, patate. Mais quelle grandeur! Et il t'a mis en avant dans son affaire. Et en plus, il te met en avant. Il m'associe à son don. Il m'associe à son don. En te mettant devant. En me disant, après, quand on finit, il me dit, Bernard, c'est pour te prouver que. C'est que les journalistes disent, non, tu n'as pas besoin de me prouver ça. Il me dit, non, que tu comprennes. Et on va toujours dire des choses sur des gens. Et quand tu sais ce que tu fais, tu n'as pas besoin. Wow. Et quand on part derrière dans la voiture, je regarde Marco comme ça. On arrive à l'hôtel, on partait chercher nos primes. On arrive à l'hôtel, j'ai dit, Marco, il n'y a pas besoin. Il me dit, non, Bernard. Et c'est que j'ai fait, je ne vais pas te dire à qui que ce soit. Il dit, non, je ne vais pas dire. Ah, c'est trop tard. Non, j'ai dit dans les médias parce qu'il faut rendre hommage. Il est déjà décidé. Il faut rendre hommage à ce monsieur et que ses enfants ils sachent que ce monsieur, les papas n'étaient pas juste le footballeur. Au-delà du footballeur, c'était un garçon qui avait un cœur. Je ne sais pas dire que. Un grand homme. Que je connais peu de footballeurs. Et je pense que ces gens comme Tchakouna Richard, comme Jean-Pierre, ont fait de moi l'homme que je suis parce que j'ai pris beaucoup de chacun d'eux. Ouais. Et je pense que Marco, sur le côté, j'aide les gens, j'ai pas besoin que les gens le sachent. Ça, c'était Marco. T'as pas besoin de caméra, quoi, comme certains qui vont en boîte de nuit, ils faroter. Alors que leur premier coach est toujours en colo, il n'a même pas de l'eau à boire. Suivez mon regard. Oh, c'est messieurs. Hein? Donc, en passant, c'était ça, quoi. C'est pour ça que j'ai voulu faire vraiment cette anecdote, cet épisode sur Feu Fou. C'est vraiment, et je pense que son épouse, elle le sait, ses enfants le savent. Pour ceux qui ne le savent pas, pour la jeune génération, j'aimerais qu'ils sachent vraiment qui était cet homme. Et pour moi, c'est un privilège, un honneur de faire toute une émission sur lui parce que je sais que j'ai tellement à dire sur lui. On va pas s'arrêter sur lui. On remettra ça pour Marco.
Oh, mais ça, j'espère. Essaie de prendre des nouvelles de son fils. On m'a dit qu'il joue au foot, mais je ne sais pas où trouver le contact. Il est en Angleterre. Je vais demander à son épouse. D'accord. Ce serait formidable. Donc, alors, Bernard, nous sommes donc en 97. Sans toi, le Cameroun ne va pas à cette Coupe du Monde 98. Patrick Mboma était assis là. Il a tenu des propos très élogieux sur toi. Tu étais son pourvoyeur de bons ballons. Et j'ai vérifié, hein, nous avons vu après tu n'es plus joué en équipe nationale. Patrick ne recevait plus des ballons. Au contraire, il en donnait à Samuel. Il n'a plus le pourvoyeur. Au-delà de l'homme, Patrick Mboma, que j'ai beaucoup de respect. J'aime bien clarifier les choses. Oui. Il y a une anecdote, une histoire qui est... Je rebondis dessus. Parce qu'on parle de Patrick Mboma, je vais d'abord clarifier une chose. D'accord. Tu sais bien, parce que tu es informé, tu es un journaliste et tu es quelqu'un qui a pignon sur lui, qui connaît son travail. Merci. Ils sont très peu qui le font. Je ne te flatte pas, tu le sais. Moi, je dis ce que je pense. Si ce n'est pas le cas, si tu fais mal, je te dis que tu fais mal. Moi, je ne le cache pas. Bon, merci. Donc, il y a eu cette anecdote avec notre frère Samuel Eto'o, dans une émission où j'ai parlé d'une anecdote. On allait y arriver parce que les téléspectateurs de JMTV+ ont envoyé beaucoup de questions. Et celle de Samuel Eto'o en fait partie. Donc, c'est là, hein. De moi venir, je laisse. On va te cuisiner dans le bœuf bourguignon. Donc, maintenant, je parle de l'anecdote et je parle de Patrick Mboma. Je voulais venir dessus. Voilà, on vient dessus. Dans cette émission, Vestiaire, j'ai parlé du fait que Patrick Mboma et Job sont des blancs. Ouais. Beaucoup de gens m'ont fait la remarque. J'ai lu des choses, mais alors, vraiment, oh là là, les Camerounais. Oh. J'ai lu comme quoi Patrick Mboma, je prétends que Patrick Mboma est au-dessus des gens, comme je l'appelle blanc, parce que je pense qu'il est meilleur que tout le monde, il est plus intelligent. Non, ça n'a rien à voir. Je vais d'abord éclaircir le peuple camerounais et les supporters camerounais. Pourquoi on appelle Patrick Mboma et Job et Tamem Ayer? Les blancs, oui. Pourquoi on les appelle les blancs? J'espère que vous allez comprendre. Ça va, vous n'avez plus jamais parlé à Bernard tout le temps de ça. En équipe nationale du Cameroun, quand tu arrives, on parle toujours de tout. On parle des matchs comme Tonnerre, Canon. On a parlé de là. On parle des Racing, Canon, Racing, Tonnerre, Union, Canon. Union contre Dynamo, Union contre Léopard. On parle des matchs comme ça. Ouais. Et on avait l'habitude de dire à Patrick Mboma, à Tamé et à Job que vous n'avez pas connu les vrais matchs. Vous n'avez pas joué les Tonnerre, Canon. Vous n'avez pas joué les Racing parce qu'on est Panthère Baranté. Donc vous n'êtes pas des Camerounais, vous êtes des Blancs. Il faut aller jouer chez les Blancs. Donc mais c'est tout ça, c'est un bon enfant, quoi. Voilà. Non, on rigolait avec ça. Donc, je ne comprends pas pourquoi les Camerounais sont toujours en train. Certaines personnes, pas tous. Parce que je pense que le passionné de football, il sait bien que ce que Bernard tout le temps a dit ce jour, c'était que ça. Donc Patrick Mboma, quand on dit blanc, et parfois quand il m'appelle, je dis alors de blanc, il rigole, on rigole. Donc Job et Tamé, c'est pour ça qu'on les appelle les blancs, dont les mecs, supporters des fans, des footballeurs, du foot camerounais, passionnés de football que vous êtes. C'était le mot blanc voulait dire ça. C'est comme vous qui travaillez au Cameroun dans des bureaux et tout. Quand un garçon qui a étudié en Europe, il arrive au Cameroun, qu'est-ce que vous dites? On l'appelle on a dit voilà de blanc là. Même moi le natif d'un Vokada, quand j'arrive, on me dit ah, t'es idées de blanc là-bas. Donc ce n'est pas il faut pas prendre toujours tout en mal. C'était vraiment pour nous une façon de s'amuser. Une boutade. Et on rigole avec ça, jusqu'aujourd'hui on rigole. D'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, il m'arrive de dire à Patrick, je l'ai dit à Patrick Mboma tout récemment, je crois. Dernièrement dans son émission. Toi le blanc. Il arrivait en France, il avait 2 ans. Ouais. Qu'est-ce qu'il connaît de nos 5 minutes d'un goth? Est-ce qu'il connaît? Non, puisque même les Camerounais disent que Patrick Mboma, parfois ils disent qu'il n'est trop blanc. Donc, oui. donc franchement, et qui te disent que je reviens maintenant. Mais qu'on soit même obligé d'expliquer ça, c'est un peu dommage. Tu sais, parce que moi je sais que mes frères camerounais, on aime bien. Et je profite parce que, comme je dis, on est en famille. On est en famille, donc il faudrait que. Je pense que comme tu as dit, il y a beaucoup de questions. D'ailleurs, ton bœuf se refroidit. Merci. T'as même pas mangé depuis là, on ne fait que parler. On a oublié c'est le téléspectateur du bœuf bourguignon. Vous voyez ce qui peut nous arriver? C'est si passionnant qu'on a oublié de manger. Pas de football. Non, mangez un coup. On a tellement à dire. Et pardon, on ne parle pas à bouche pleine, mais pardon. Ben tu avales et tu parles. Là, bœuf bourguignon, dit tout, on mange, on parle. C'est tout. C'est la famille, non? Faut pas te comporter comme ils disent au Cameroun. Hein? Alors, on dit, rendre à César ce qui appartient à César. Je suis plus que, comment je dis, satisfait de savoir que Patrick Mboma dit ça de moi parce que tout ce que j'ai toujours fait à l'équipe nationale du Cameroun,
tout ce que j'ai toujours fait, je l'ai fait avec passion, avec amour. Parce que chaque fois que j'ai porté le maillot des Lions, je ne portais pas pour moi. Je portais parce que je voulais rendre fier ma mère. Je voulais rendre fier mon père. C'était pas l'argent, ça ne m'intéressait pas. Puisque la prime des matchs de Cameroun, on donnait quoi? Mais j'avais des problèmes à mon équipe en Hollande tout le temps quand je venais avec la nationale du Cameroun. Parce que je leur disais, tant que ma mère, mon père m'appellent, je vais partir. Ça vous intéresse ou pas, ce n'est pas mon problème. Donc je jouais avec la nationale du Cameroun. Quand je rentrais en Hollande, j'avais des problèmes à mon club, mais je me fichais de ça. Donc pour moi, c'était un plaisir. Il faut dire qu'à cette époque, la FIFA n'a pas encore fixé cette règle où un joueur appelé est obligé de s'y rendre. Voilà, à l'époque. Et les joueurs africains étaient brimés dans leurs équipes en Europe. Et tu faisais le chantage. Moi, on me disait, si tu pars avec la nationale du Cameroun, quand tu reviens, tu ne joues pas. Moi, je partais quand je faisais 2 matchs au banc de touche, mais j'ai repris ma place et j'étais le meilleur. Voilà, c'est tout. Et alors, c'était un plaisir parce que j'ai côtoyé des monstres. J'ai appris de chacun d'eux. Mais Patrick Mboma, avec cette qualité qui était facile de jouer avec lui. Parce que je n'avais pas besoin de savoir. Il appelait rarement en profondeur, 1 fois sur 3 dans les pieds. Donc je savais comment avoir Patrick Mboma. Pour moi, c'était facile. Les yeux fermés, je savais où il fallait trouver. Oui, crois-moi. Et donc, à l'entraînement, je prenais du plaisir à jouer avec ces garçons. Parce que c'était un mec, pied gauche, pied droit, appel sur la tête et tout, tu mets partout, il est présent. Donc c'était facile de jouer avec Patrick. Et pourquoi c'était aussi facile? Parce qu'à cette époque-là, je te dis une chose.